Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sandrine Brunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjointe solidarité de la ville de Lyon, socialiste. Vous avez vu, comme tout le monde, la loi immigration cette semaine. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans les situations que vous rencontrez, les populations que vous pouvez aider à Lyon? On a une crainte avec cette loi de durcissement au regard notamment des situations à la fois de grande précarité mais aussi de pauvreté que nous pouvons rencontrer à Lyon comme dans d'autres grandes villes, avec un durcissement des mesures de l'État envers notamment ces familles, envers des familles qui sont en situation régulière aujourd'hui, qui bénéficient d'un certain nombre d'aides sociales pour pouvoir payer leur loyer ou payer aussi la scolarité de leurs enfants. Donc une grande crainte par rapport à ça. Une crainte aussi sur la question notamment de l'accueil des populations en demande d'asile, des personnes qui fuient la guerre, la misère dans leur pays et qui souhaitent venir en France pour avoir Alors, une protection. Là, on a aussi de grandes inquiétudes à ce niveau-là. les réfugiés ont des exceptions, continueront de voir les mêmes aides. Alors, ce n'est pas tellement sur les aides, c'est plutôt sur la procédure en amont. Les procédures d'asile sont quand même aujourd'hui protectrices et elles permettent aux personnes qui arrivent en France de pouvoir suivre tout un processus afin de pouvoir expliquer, faire un récit et pouvoir notamment savoir quelles sont les difficultés qu'il y a encore dans leur pays, les menaces de mort, enfin les menaces liées aussi à des orientations sexuelles, puisque quand même l'homosexualité est criminalisée et pénalisée dans certains pays. Et donc avec des procédures d'asile simplifiées, avec des recours notamment à la Cour nationale du droit d'asile et un juge unique, on risque d'avoir des procédures qui soient plus contraignantes et qui ne permettent pas à chacun de s'exprimer correctement et qu'on passe à côté de certaines protections. Donc une inquiétude aussi quand même sur ces questions de l'asile, de la protection, alors que la France est une terre des droits de l'homme. La promesse, c'est des procédures qui vont beaucoup plus vite, qui vont pouvoir peut-être aussi plus expulser les Oui. personnes qui sont, qui seraient pas acceptées, mais c'est aussi offrir une solution à toutes les problématiques de l'hébergement d'urgence qui est aujourd'hui complètement Saturé, oui. saturé, en Oui. sous-capacité par rapport aux besoins, avec beaucoup de gens qui sont dans des situations où ils sont pas reconnus et pas expulsables non plus. Tout à fait. Aujourd'hui, on a énormément de personnes, sur Lyon encore une fois, mais ailleurs, qui sont dans des situations irrégulières, puisqu'elles n'ont pas de droit au séjour. Pour autant, elles sont sur le territoire français depuis de nombreuses années. Les enfants sont scolarisés dans les écoles. Une certaine partie, d'ailleurs, de ces personnes travaillent de manière non déclarée, avec aussi toute la précarité que ça crée, hein, puisqu'on a des personnes qui travaillent un jour, qui ne travaillent pas le lendemain, on a des personnes qui travaillent mais que l'employeur ne paye pas, comme elles ne sont pas déclarées, finalement les salariés n'ont aucun moyen de recours. Alors justement, Donc la c'est ça qui promesse est de la loi, difficile. Oui. c'était soit de favoriser la Mmh. régularisation, soit de favoriser l'expulsion de ces personnes. Est-ce que si ça se faisait, est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que ça va soulager aussi l'hébergement Alors d'urgence? ça, on l'a dit sur notamment la question des métiers en tension, que c'est une bonne chose de pouvoir régulariser par le travail. C'est important aujourd'hui parce qu'on sait que les personnes qui travaillent dans les métiers en tension, les personnes qui sont dans les maisons de retraite, les personnes qui ramassent les poubelles, les personnes qui sont dans les restaurants, ce sont des personnes qui sont étrangères et qui ne sont pas toujours déclarées. Donc ça, c'est important de pouvoir les régulariser pour que justement elles sortent des dispositifs d'urgence et qu'elles puissent accéder via des revenus à un logement ou un logement adapté. Mais la situation de l'hébergement d'urgence aujourd'hui, elle est complètement saturée. La seule chose qui permettrait à des personnes de ne pas dormir dehors, ce serait là, en tout cas, de créer des places. Juste pour finir sur l'hébergement d'urgence, la ville de Lyon a lancé une procédure contre l'État. L'objectif, c'est de faire payer le gouvernement? Tout à fait. Alors, il y a deux objectifs dans cette procédure. On a d'abord engagé un recours gracieux envers la préfecture, sans aucune réponse de la part de la préfecture. Du coup, on passe sur un recours contentieux, donc on attaque l'État, on saisit la justice administrative pour attaquer l'État, avec deux objectifs. Le premier, effectivement, de pouvoir être remboursé de l'ensemble des dépenses de la ville de Lyon. La ville de Lyon a dépensé énormément depuis 2 ans pour de l'hébergement d'urgence qui n'est pas sa compétence. Le deuxième objectif de ce recours, d'attaquer l'État, c'est d'ouvrir des places d'hébergement pour que les personnes qui sont aujourd'hui à la rue, qui sont dans nos écoles, ne dorment plus dehors. Alors dans la loi, ce qui a beaucoup fait débat, ce sont la conditionnalité de différentes aides. Il faudra être sur le territoire depuis un certain temps pour y avoir droit. C'est notamment l'allocation d'autonomie personnalisée qui est versée par le département. La métropole a annoncé hier qu'elle rejoignait la Oui. fronde, qu'elle continuerait de la verser. Mais en réalité, c'est une allocation qui concerne les personnes âgées. Il y a très très peu
de migrants qui sont dans cette situation. Alors, il y a peu de personnes, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir justement montrer qu'il y a de la résistance et qu'il y a 32 départements de gauche, je crois, dont la métropole de Lyon, qui ont dit on refuse d'appliquer la préférence nationale. Au-delà de ces aides, ce qui est important de mettre en avant, c'est justement ce que veut faire ce gouvernement et ce qu'il souhaite en tout cas mettre en œuvre avec cette loi qui est quand même plutôt la loi des Républicains, voire la loi quand même de l'extrême droite, c'est de dire les Français ont droit à des aides, mais les autres n'ont pas droit et ils vont devoir montrer patte blanche, c'est quand même, je crois, le terme approprié, pour dire, voilà, être là sur le territoire depuis un certain nombre d'années, justifier ou du travail ou en tout cas d'une présence, pas de délit bien évidemment, et donc pouvoir bénéficier de ces aides. Donc effectivement, les départements se sont dit, nous, on refuse d'appliquer cette préférence nationale, et je crois que c'est quand même voilà, le premier pas vers une résistance et vers le fait qu'on ne veut pas de cette loi. L'aide qui sera le plus touchée, ce sont les allocations familiales. Mm. Quel type de situation on se retrouvait en difficulté? On a aujourd'hui des familles, et alors particulièrement des familles monoparentales, qui sont majoritairement des femmes, hein, donc des mamans avec les enfants, 2, 3 enfants, qui sont aujourd'hui en situation régulière, qui ont des enfants qui sont encore une fois scolarisés, qui sont dans des logements adaptés ou des logements sociaux, et qui bénéficient effectivement des aides, notamment des prestations sociales pour leurs enfants, et qui permettent du coup de payer une partie du loyer, qui permettent de payer l'accès à l'alimentation. Si demain on leur retire ces aides-là, les enfants ne mangeront plus, le loyer ne sera pas payé, et derrière ça peut amener à des situations d'impayés de loyer, ça peut amener à des situations de carence alimentaire. Et au final, on sait très bien que de toute manière, ces personnes-là se retourneront vers les premières lignes, encore une fois, les CCAS, et qu'on pourra venir compenser via des aides extralégales. Mais, donc en fait, on voit qu'on enlève d'un côté, mais qu'on redonnera de l'autre. Et encore une fois, on va mettre des personnes en situation de grande, grande fragilité, alors que les taux de pauvreté augmentent, c'est sans précédent. Un enfant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Avec cette loi, on aura bientôt, demain, peut-être 2 ou 3 enfants sur 4 qui vivront sous le seuil de pauvreté. Parlons un peu de politique. Ce qui est surprenant, marquant en tout cas dans toute la séquence, c'est que la gauche a parlé que d'une seule voix finalement. Depuis le début jusqu'à la contestation de cette loi hier, ça vous redonne envie de faire l'union de la gauche, notamment aux prochaines européennes? Ça montre que véritablement aujourd'hui, et on l'a vu dans les débats à l'Assemblée, on l'a vu mardi soir, hein, notamment avec l'ensemble des prises de parole d'LFI, des écologistes, du Parti socialiste, effectivement, tout le monde est aligné. Tout le monde était aligné pour dénoncer cette loi et dire que véritablement c'était une honte, une loi adoptée avec les voix quand même du Front National, avec les idées surtout du Front National. Donc je crois que quand il s'agit de combattre les idées de l'extrême droite, la gauche, elle est unie, et la gauche, elle a réussi effectivement à trouver un chemin. Oui, ça donne envie, bien évidemment, de voir l'ensemble de nos partis manifester ensemble, l'ensemble des partis pouvoir combattre ces mesures. L'appel des 32 départements de gauche, encore une fois, est une mesure forte pour l'union de la gauche. Donc oui, ça donne envie, bien évidemment, de se dire que nos idées, elles sont là, nos idées, ce sont les mêmes, et que quand il s'agit de défendre les valeurs de la France, elles sont alignées. Ça donne envie d'avoir une liste commune aux européennes? Alors, je crois que pour les européennes, le débat a déjà été tranché, et qu'il y aura plusieurs listes. En tout cas, les écologistes ont déjà annoncé leur candidature. Le processus, Le Parti socialiste aussi. Le Parti socialiste aussi, et le processus est lancé. Donc, je crois que pour les élections européennes, ce ne sera effectivement pas le cas. Mais il y a d'autres élections par la suite sur lesquelles, bien évidemment, je crois que nous aurions tout intérêt, notamment pour l'élection présidentielle, à avoir un candidat commun. Juste avant la présidentielle, il y aura les municipales. On pensait que vous aviez des velléités de créer une liste socialiste. Finalement, vous allez plutôt vers l'union? Alors, on verra bien ce qui se passera d'ici 2026. Hein. On est aujourd'hui à mi-mandat, donc on a encore un peu de temps pour constituer, enfin voilà, du coup, à la fois une alliance électorale, mais aussi autour du programme. Et ce sera quand même aussi en fonction du bilan qui nous sera, qu'on pourra mettre en œuvre à ce moment-là, qu'on verra comment ça se passe et quel est le périmètre finalement de cette union pour les municipales en 2026. Juste pour finir, un mot sur l'EPS qui a reconduit Fabrice Matteucci à sa tête au niveau fédéral. Alors, il était intérimaire. Vous avez soutenu sa réélection. Pas votre ancien directeur de campagne, Quentin Picard, qu'on a reçu hier, qui estime que son élection est le fruit d'un double langage, de tractation d'arrière-cuisine d'un autre âge, de manœuvres dilatoires.
Fabrice Matteucci était effectivement candidat face à Quentin Picard. Fabrice Matteucci avait été désigné dans le cadre d'une direction collégiale de transition à la suite de l'éviction de l'ancienne première secrétaire. Il a travaillé avec un certain nombre de camarades et un certain nombre de camarades avec qui j'ai une grande proximité. Donc c'était naturellement que finalement sa candidature rassemblait autour de lui sur le même modèle que la direction collégiale dans lequel on retrouvait Christiane de Montez ou encore Muriel Laurent. Donc finalement, c'est une continuité et ça permet de stabiliser un parti, une fédération dans le département du Rhône qui était déjà au travail depuis 6 mois et qui va pouvoir continuer. Donc c'est finalement une suite logique, c'est l'officialisation de ce qui s'est passé pendant 6 mois et qui permet à tout le monde d'avoir repris des habitudes de travail, des proximités aussi entre les uns et les autres. Et donc je crois que ça y est, le Parti socialiste, en tout cas sur la Fédération du Rhône, est lancé et que nous sommes en tout cas bien aujourd'hui structurés pour pouvoir mener les combats qui nous attendent. Vous ne reprendrez pas Quentin Picard comme directeur de campagne? En 2026, il y a peu de chance, non. Sandrine Renel, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.